Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des rencontres du magazine L'Hémicycle. Un débat ce soir centré sur les questions de l'entreprise sociale, des enjeux du paritarisme et bien sûr des nouveaux défis de l'emploi salarié. On parle beaucoup d'emploi, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Pour m'accompagner dans ce débat, je suis très heureux d'accueillir Karen Gournay, secrétaire confédérale à Force ouvrière. Bonsoir, ma chère Karen. Brigitte Pisa, la vice-présidente d'Agirc Arco, aussi présidente de l'Association européenne des institutions paritaires. Bonsoir. Puisqu'on parlera beaucoup de paritarisme. Madame Pisa, bonsoir. Gérard Mardinet, le secrétaire général de la CFE-CGC. Bonsoir. Monsieur le secrétaire général, soyez le bienvenu. Et puis Thibault Langsade, le président-directeur général, donc le PDG, un patron de Lumines. Bonsoir. Et bonsoir Thibault. Et évidemment, les patrons ont beaucoup de choses à dire aussi sur le paritarisme, le dialogue et puis la question de l'emploi. Et puis à ma droite, vous l'avez remarqué, Emmanuel Rivière, qui est le patron de Kantar Public. Alors avant d'entamer ce débat autour des questions d'emploi, de paritarisme, peut-être, Emmanuel, pourrait-on planter un peu le décor? Je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment, mais c'est qu'un sentiment, hein, comme diraient certains ministres, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le corps social est de nouveau demandé par le pouvoir politique. Le climat du paritarisme, peut-être, n'a jamais été sous un soleil aussi radieux qu'en ce moment. Disons qu'il n'est pas impossible que la démocratie sociale trouve quelques opportunités à se développer dans les vicissitudes de la démocratie politique ou parlementaire. Après, les opportunités, elles sont à saisir, elles ne sont pas si évidentes que ça à trouver du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment l'opinion publique peut se positionner par rapport à tout ça. Lorsque nos amis de l'hémicycle m'ont proposé d'être parmi vous, et je m'en réjouis, bonsoir à tous ce soir, j'étais non seulement très enthousiaste, mais très confiant dans l'idée qu'à défaut d'en avoir fait nous-mêmes à Kantar Public, je trouverais des enquêtes sur la perception du paritarisme dans l'opinion publique. On pourrait m'objecter, est-ce qu'il y a une opinion publique sur le paritarisme? Mais si on avait attendu qu'il y ait des opinions publiques pour faire des sondages d'opinion, ça se saurait. Mais en fait, je n'en ai pas trouvé. Si vous en connaissez, d'ailleurs, je serais... Et ce qui passe sans intérêt, c'est-à-dire que j'ai un peu aussi le sentiment que ce dont il est question lorsqu'on parle de paritarisme, du paritarisme de gestion ou des instances paritaires, ça passe un tout petit peu sous le radar, y compris l'accord qui a été passé ces derniers jours. Sous le radar de l'opinion, je pense. En tout cas, moi, j'ai très peu entendu parler. On travaille beaucoup pour les caisses, notamment, sur leur perception, évidemment les services qu'elles rendent. J'ai jamais entendu parler quelqu'un dans un groupe Cali de la gestion paritaire de la sécurité sociale spontanément. Et il y a peut-être une explication à cela. En tout cas, je pense que vous pourrez la fournir mieux que moi. Je pense qu'il y a deux explications pour lesquelles, médiatiquement, ça n'a pas l'écho que ça devrait dans les médias grand public et dans les canaux grand public. Ce qui est que, un, c'est compliqué. Et deux, vous arrivez quand même souvent à finir par vous mettre d'accord. Et ça, c'est moins intéressant. Et du coup, cette réflexion m'a rappelé une enquête, très belle enquête, hein, j'encourage à consulter, qui s'appelle La France Enquête, en 2 mots, qu'on a fait pour un think tank qui s'appelle Destin commun, qui travaille sur les divisions des sociétés, leur fracturation, pour essayer de les réconcilier. Et on avait mis en exergue, à travers une typologie, qu'il y avait en fait, il y avait 6 groupes, mais en fait, il y avait 3 France. Une qui s'en fout, on l'a un peu repéré ces derniers temps, vous n'avez pas échappé qu'il y avait des gens qui déconnectaient. Une très polémique, un peu d'extrême, et qui monopolise l'essentiel de la visibilité sur le débat public. Et ce qui fait qu'on oublie une autre France qui existe, qui représente pas loin d'un tiers des Français, qu'on appelait la France apaisée, celle qui cherche à construire autour d'un dialogue. Et c'est vrai qu'on a beaucoup commenté ces dernières années une France fracturée, l'archipélisation est un mot à la mode, tout ça est très vrai, mais on a oublié un élément essentiel de ce climat d'une France qui se vit comme divisée. On est les derniers de la classe européenne quand il s'agit de dire que les gens de ce pays ont des choses à faire ensemble. C'est quand, parallèlement, les gens détestent ça en fait, être divisés. Et ils veulent ne pas l'être. Et on a des indicateurs de cette volonté de ne pas l'être. Et dans l'actualité récente, on a des bonnes leçons à tirer. Nous, on accompagne depuis pas mal d'années la CFDT, qui a rendu public un baromètre que l'on conduit de perception de leur image, mais c'est l'image des syndicats qui m'intéresse ce soir, qui c'est, à bas bruit,
nettement amélioré ces dernières années, passant entre le creux de 2015 et 2022 de 41% de confiance à 56% de confiance pour défendre les intérêts salariés dans le pays. Je vois qu'il va fait mention tout à l'heure du baromètre de confiance du CIPOF, l'image des grandes entreprises s'est améliorée aussi. Dans ce climat qu'on décrit unanimement comme un climat de défiance, il y a des mouvements de confiance et les circonstances passées, c'est-à-dire la confrontation dans l'univers du travail à une crise majeure qui a été très impactante sur les collectifs de travail, a été l'occasion, et ça aussi on l'a étudié pour la CFDT, finalement d'un regard qui s'est amélioré sur les acteurs. En gros, c'est vrai que là on cherchait, parce qu'on sait que ça fait du buzz, à dire c'est atroce ce qui s'est passé. 77% des gens nous disaient que les entreprises avaient correctement géré la mise en place du télétravail, la mise en place du chômage partiel, la gestion de la protection sanitaire. Et, soit dit en passant, ça s'est encore mieux placé, 87%, là où il y avait eu du dialogue social. Alors, poule ou œuf, est-ce que c'est parce qu'il y a une culture de dialogue social qu'on a mieux géré? Et ça, c'est des objets qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire ces circonstances particulières ont, je crois, amélioré un certain nombre de perceptions. Et là, c'est vrai que c'est tentant de faire un parallèle avec je l'ai fait un peu l'allusion tout à l'heure en disant dans le parallélisme entre la démocratie sociale et la démocratie classique. Vous avez peut-être vu passer ces sondages où les 3/4 des Français se réjouissent de la composition de l'Assemblée nationale actuelle. Peut-être qu'ils ont tort, mais parce qu'ils y voient une promesse d'une gestion de la France, d'un gouvernement de la France, qui sera plus en phase avec un certain nombre de réalités, tout simplement parce qu'il y aura des points de vue divers qui auront été mis autour de la décision. Et alors peut-être ça ne va pas se passer comme ça, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'au départ, les gens dont on dit ce premier tour montre bien à quel point la France est polarisée, et là, les gens nous disent clairement, peut-être que ce sera plus pragmatique, peut-être que il y aura plus de concessions de part et d'autre, qu'on arrivera davantage à se mettre d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un contexte aujourd'hui, pour répondre, je crois, à ta question et terminer là-dessus, qui est illustré par 3 autres chiffres de cette enquête que j'évoquais tout à l'heure, la France Enquête, sur la France qu'on souhaite dans l'avenir. La troisième réponse, dans l'ordre, je vais faire le tiercé à l'envers, c'est une France où on se sent plus en sécurité. C'est cité spontanément dans une longue liste par 44%. La deuxième réponse, c'est une France où il y a moins d'inégalités, mais à égalité, je crois que c'est 45%. Et la première réponse, c'est une France où on se respecte et on s'écoute les uns les autres. Et je pense que les modes de fonctionnement auxquels les organisations... Alors, je sais bien qu'il y a des désaccords, je sais bien que ce n'est pas un lit de rose, mais l'idée qu'on s'écoute avec des points de vue, des perspectives qui peuvent être différentes, et que ce soit finalement l'articulation de ça, qu'on prenne les décisions sur un certain nombre de sujets que vous allez couvrir, je pense, est une idée qui est profondément soutenue, pas à la mode, profondément soutenue, et d'autant plus soutenue qu'on est dans une France qui se vit avec dépit et désespérance comme morcelée. Merci beaucoup, Emmanuel Rivière, d'avoir ouvert ce débat, ces nouvelles rencontres de l'hémicycle. Alors, je précise quand même, j'ai oublié de le dire tout à l'heure en présentant les invités, que nous avions invité un représentant de la CGT, mais ça n'a pas été possible du côté du syndicat. Bon, évidemment, on le regrette, mais je voulais le préciser. Je voudrais maintenant planter un peu le décor des questions qui vont nous intéresser ce soir, et notamment sur l'emploi. Vous avez peut-être vu ce graphique qui est affiché, parce qu'il existe une vraie dynamique depuis 2015 concernant l'emploi dans notre pays. Le chômage, vous le voyez, arrive très loin dans les préoccupations des Français, en 14e position en 2022, alors que c'était le 2e sujet de préoccupation des Français en 2017. On a un taux de chômage de 7,3%, c'est-à-dire, comme disent les experts, on n'est pas très loin du plein emploi, puisque les experts estiment que le fameux chômage frictionnel, qui est incompressible, est aux environs de 5%. Et pourtant, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'emploi et que je vais vous poser. Alors, il faut aussi préciser une chose, parce que là, j'ai des chiffres extrêmement fins. Il y a 75 000 offres d'emploi dans le BTP qui ne sont pas pourvues. Il y en a 100 000 dans le système
hospitaliers qui ne sont pas prévus. Et alors qu'on sait que le système hospitalier est en grande tension, évidemment, et pas seulement avec la crise sanitaire, il l'était avant. Et puis, dans la restauration, c'est plus spectaculaire encore, puisqu'on estime que 300 000 postes dans la restauration, dans le secteur de la restauration, cherchent des gens à embaucher. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est évidemment une pénurie de salariés, parce que les métiers seraient difficiles ou pas suffisamment payés, parce que la question du pouvoir d'achat est évidemment extrêmement pendante. Ce qu'on appelle la grande démission aux États-Unis, qui devient un sujet de préoccupation majeur et qu'on voit poindre en France. Alors, est-ce que c'est une grande démission de salariés qui découvrent que donner un sens à son travail est plus important, ou au moins aussi important que gagner sa vie? Est-ce que c'est lié ou pas au Covid long? Et il y a aussi des questions sur la grande reconversion. Et puis, Emmanuel Rivière le disait tout à l'heure, il y a aussi la question de ce qu'on appelle, alors, de manière peut-être un peu caricaturale, l'exode régional, parce que le télétravail aussi, qui a été mis en place dans des entreprises, eh bien, il est maintenant presque structurel pour certaines d'entre elles, et du coup, les salariés ont du mal à revenir sur le lieu de leur travail, et donc à leur poste dans l'entreprise. Alors, autre schéma, autre statistique importante aussi, je vous le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui tourne autour de l'emploi. On n'a jamais sans doute autant créé d'emplois salariés dans ce pays. 26,5 millions d'emplois salariés au premier trimestre 2022. On a un taux de chômage, je le disais, à 7,3%. Si vous regardez ce graphique, vous voyez que le taux de chômage est très bas, qu'on crée beaucoup d'emplois dans ce pays, mais qu'il y a des tas de secteurs qui souffrent évidemment de ce problème d'embauche. Alors je voudrais vous poser une première question, Brigitte Pisa, si vous le permettez. Je l'ai dit en introduction, que la France s'est remise, oui, assez proche maintenant du chômage structurel, c'est-à-dire on est à 7%, le chômage qui labellise le plein emploi, c'est 5%. Il y a des tensions de main-d'œuvre, je le soulignais, qui se font sentir depuis la crise sanitaire, et notamment, évidemment, des tensions aussi liées à la santé des salariés. Que nous disent les comptes des groupes de protection sociale en matière de prévoyance? Est-ce qu'on voit d'ores et déjà, Brigitte Pisa, les effets à long terme de la pandémie, qui d'ailleurs ne nous quitte pas, puisqu'on parle d'un retour de cette pandémie? Eh bien, je pense que je vais vous donner des chiffres qui vont animer un peu la confusion, la rendre encore plus grande. Parce que finalement, quand on regarde entre 2020 et 2021, alors je vais rester sur le périmètre des institutions de prévoyance donc qui sont intégrées dans des groupes de protection sociale, gérés paritairement. Donc ça représente à peu près 38 organismes en France qui couvrent 13 millions de salariés et au travers de 2 millions d'entreprises. C'est à peu près le périmètre sur lequel je vais vous donner des chiffres. En fait, on s'aperçoit qu'entre 2020 et 2021, déjà, le montant des cotisations perçues par ces institutions ont augmenté. Donc, on peut se dire, c'est basé sur le travail, le paiement du travail, le salaire, pas seulement parce que dans une IP, vos cotisations ne sont pas forcément un pourcentage des salaires, ça peut être un forfait. Donc on ne sait pas si c'est un effet volume, on ne sait pas si c'est un effet nombre de personnes, mais en tout cas, et ce n'est pas dans des chiffres bas, c'est à peu près 8,5% d'augmentation. Donc c'est énorme sur une année, en termes d'augmentation. Et en face, on s'aperçoit que les prestations qui ont été versées par ces organismes ont elles aussi augmenté. Et dans des proportions très importantes, les prestations de santé, par exemple, ont augmenté de presque 6,4%. La santé n'est pas l'arrêt maladie, par exemple. L'arrêt maladie est resté exactement au même niveau en euros qu'en 2020, donc en pleine période Covid, avec des arrêts maladie pour garde d'enfants. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est fini, les arrêts maladie garde d'enfants. Pourtant, on a versé autant d'indemnités journalières, enfin les IP ont pris en charge en euros autant d'indemnités journalières qu'en 2020. Donc maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et vous l'avez dit, on n'a jamais autant créé d'emplois. Il y a eu 678 000 emplois créés en 2021, ce qui représente à peu près 3 fois en moyenne annuelle ce qui se fait d'habitude. C'est autour de 250 000, c'est ce qu'on voit dans les chiffres de la GERCARCO. Donc vous vous dites, il s'est quand même passé quelque chose. Et ça, ces chiffres qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que comment on les exploite pour éventuellement comprendre ce qui est en train de se passer? Vous avez parlé de tous ces sujets, est-ce que les salariés veulent revenir, pas revenir?
Enfin, c'est des questions, je pense, que toutes les organisations, tous les partenaires sociaux se posent. Parce que déjà, est-ce qu'on est prêt à comprendre ce qui est en train de se passer? Je ne suis pas sûre qu'on soit complètement au niveau de ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne l'a pas vu arriver. Et se retourner, on est quand même des grosses maisons qui pensent beaucoup, se retourner pour s'adapter à ce monde qui change, on y est, mais ça commence. Lisa, vous avez un début d'explication sur les chiffres que vous donnez. Vous êtes surpris, vous êtes interloqué, oui, mais bien sûr, mais l'explication, pour l'instant, vous analysez ces chiffres. Pour le moment, on analyse parce que, bien évidemment, l'emploi crée de la rentrée de cotisation. Plus il y a de salaire, si la cotisation est un pourcentage du salaire, c'est mathématique. Mais en revanche, une des explications qu'on a trouvées, notamment sur l'augmentation des dépenses de santé, c'est que finalement, les institutions de prévoyance avaient énormément financé le panier du 100% santé. Et que le décalage de soins dont on a parlé beaucoup dans les médias en 2020, s'est reporté sur 2021, avec en plus une plus grande vulgarisation de ce panier de soins, ce fameux 100% santé, que les institutions de prévoyance ont pris en charge à hauteur de 70%. Ça peut être une partie de l'explication. C'est une partie de l'explication. C'est une partie de l'explication. Mais ce n'est pas toute l'explication. Et franchement, comment dire ? On s'est vraiment posé la question aussi du Covid long. Est-ce que tous ces arrêts de maladie sont des Covid longs ? Je ne sais pas. Est-ce que ces arrêts maladie sont des arrêts maladie parce qu'on ne peut pas revenir travailler, parce qu'on a été fragilisé, etc. On ne sait pas. Et pourquoi on ne sait pas? Parce qu'un arrêt de maladie, c'est un arrêt de maladie. Il faut quand même que vous sachiez que pendant la pandémie, l'arrêt maladie, même pour garde d'enfants, était codifié de la même façon qu'un arrêt maladie normal. Donc on n'a eu aucune capacité d'analyser, hormis d'aller fouiller point par point dans les demandes d'indemnisation, quelles étaient la nature de l'arrêt maladie pendant la période Covid. Mais est-ce que ce n'est pas non plus une difficulté, après ce qu'on a vécu tous ensemble, à revenir finalement travailler, ou alors une prise de conscience aussi qu'on peut donner un sens à son job et que peut-être les gens ont eu le temps de réfléchir simplement entre ce qu'ils perçoivent comme salaire et l'utilité, l'impression d'utilité qu'ils ont ou pas dans leur travail. Écoutez, je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas forcément besoin d'être dans l'entreprise pour faire son job. Après, l'entreprise, même le code du travail est fait autour de l'entreprise et de la relation dans l'entreprise. Il n'est absolument pas fait pour le télétravail, le code du travail. Et je vais vous donner un truc qui m'a... Alors, ça m'a fait en même temps sourire et en même temps, je me suis dit, ouais, mais là, il faut quand même vraiment qu'on s'assoie tous autour d'une table et qu'on essaye de comprendre le fond de l'histoire. On est en train de recruter des gens et j'ai assisté à un entretien et c'était un jeune homme diplômé, donc vraiment la tête bien faite, simple. Enfin, le gars, il voulait travailler, faire un job qui avait du sens. Il est venu vers un groupe de protection sociale. Voilà, il y avait une raison d'être, voilà, entre le bien commun, etc., etc. Alors, il n'a pas demandé quel était le salaire. Bon, il avait une idée. La première chose qu'il nous a demandé, c'est quel était l'accord télétravail. Parce que pour lui, il n'était pas question de venir travailler 4 jours en entreprise. C'est très symptomatique. Et ça, évidemment, il ne vous l'auraient pas demandé avant la crise sanitaire. Et là, je me suis dit, je suis désolée, mais on n'est pas super au rendez-vous, quoi. Il faut qu'on réfléchisse et il y a beaucoup de choses à faire quand même autour de ça. Avant de poser ma première question à Karine Gournay, je voulais peut-être avoir une réaction de Thibault Langsade. Ça vous choque ce que j'ai dit, Thibault Langsade, tout à l'heure? C'est-à-dire que peut-être que les salariés ont pris conscience aussi que leur niveau de salaire, puisqu'il y a une question de pouvoir d'achat, mais elle ne date pas d'hier, par rapport au sens qu'ils donnent à leur job, les deux les a fait réfléchir et peut-être les pousse à rester à la maison, ou bien à s'inscrire au chômage, ou bien à changer complètement de secteur. Vous voyez, la restauration, c'est très symbolique, les salaires sont bas dans la restauration. Il y a des gens qui se sont rendus compte que le nombre d'heures qu'ils faisaient par rapport au salaire qu'ils touchaient, il y avait quand même un petit problème. Et ça, c'est la crise sanitaire qui leur a révélé. Incontestablement, le monde a basculé autour de cette question. Et ce que l'on ne voit pas, mais qui vient contredire ce que vous exprimez, avec une augmentation massive du chômage. Parce que la logique voudrait que la grande démission se traduise par une augmentation du chômage, parce que les gens profitent. Aux États-Unis, qui est intéressant, c'est un modèle où vous n'avez pas d'assurance chômage, la grande démission s'exprime sur quelques mois, en fait, compte. Quelques mois où les collaborateurs profitent de la couverture sociale qui leur permet de pouvoir voir l'orientation qu'ils souhaitent donner. Quand vous quittiez une entreprise, vous retrouviez un job généralement le lendemain. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que maintenant on prend 2 mois, qui est globalement le temps de la couverture sociale. Ces 2 mois créent cette grande démission, nonobstant le fait qu'il y a 1 million d'Américains qui ne figurent pas dans les radars. Et donc c'est une grande démission qu'il faut quand même regarder
de façon précise. Et en France, on n'a pas d'augmentation massive du chômage. Puis vous avez Donc, culturellement aux États-Unis, par des moyens plus grands que ça, vous avez une mobilité sur le marché du travail qui est beaucoup plus importante. Une mobilité était très forte, elle est voilà, bien sûr, mais il faut le dire. Aujourd'hui, elle s'observe sur les mêmes carences, sur les mêmes pays. Mais incontestablement, le monde a basculé. Ce qui s'est passé il y a 2 ans fait que les nouvelles exigences arrivent en entreprise et elles sont pérennes. Il est impossible, en tout cas, de citer une entreprise dont les salariés seraient revenus très exactement de la même façon qu'il y a 2 ans. Ce n'est pas possible avec des nouvelles conditions. Alors, pour prolonger ce que disait Mme Pisa, Karine Gournay, les questions de santé des travailleurs sont aussi, j'allais dire, des questions de santé au travail. La pénibilité dont on parle beaucoup, et on en parlera peut-être plus si la réforme des retraites est poussée jusqu'à la volonté politique du président de la République telle qu'il l'a exprimée pendant la campagne présidentielle, la pénibilité, c'est aussi un problème de fond qui éloigne beaucoup de salariés de l'emploi. Alors j'imagine qu'évidemment, chez FO, cette question de la pénibilité est au cœur de vos préoccupations. Si vous me dites non, on a un problème. Absolument. Non, j'allais vous dire qu'absolument oui. La pénibilité est un vrai sujet. Et justement, vous venez de le dire, on entendra parler de la pénibilité sans doute lorsque le sujet des retraites sera abordé. Mais c'est assez réducteur en fait comme façon d'aborder la pénibilité. On en parle peu, alors qu'il y a véritablement quelque chose derrière. Et nous, à Force ouvrière, on est persuadés que parler pénibilité devrait s'inscrire dans le sujet plus vaste de la formation professionnelle. C'est-à-dire que on a une revendication qui tourne finalement autour de l'anticipation quelque part de la pénibilité dans le cadre de la formation professionnelle. La question est bête, mais pourquoi on n'anticiperait pas finalement la pénibilité via des reconversions avant que les salariés soient totalement cassés par leur emploi et les conditions de travail qui sont les leurs, plutôt que de se retrouver... Mais reconversion, ça veut dire formation. Absolument. Absolument. Plutôt que de se retrouver avec des salariés que l'on va qualifier d'inemployables. Alors nous, c'est d'ailleurs pas un mot qu'on apprécie parce que ça donne le sentiment que finalement, c'est le salarié qui fait le choix de plus pouvoir occuper un emploi. Or, il n'en est pas là. À un moment ou à un autre. Mais pardonnez-moi, la vue journalistique, donc forcément caricaturale que j'ai sur la formation, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent dans ce pays sur la formation. Et quand je vous ai dit... Vous m'avez dit reconversion, je vous ai dit formation. Immédiatement, vous m'avez dit, mais évidemment. Oui. Mais alors, comment se fait-il que la vision, qui n'est peut-être pas juste, qu'on dépense beaucoup d'argent pour la formation dans ce pays, ne serve pas précisément à la reconversion pour éviter que ceux qui sont cassés par leur emploi pénible ne puissent se satisfaire que d'un emploi et attendre peut-être qu'on les massacre pas trop avec cette réforme des retraites. Mais parce que la pénibilité n'a jamais été au cœur des discussions relatives à la formation professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a vu des réformes, y compris récentes, qui se sont concentrées sur des dispositifs déjà existants, et notamment la refondation du CPF. Or, en tant qu'organisation syndicale, on a quand même le sentiment qu'il n'en ressort pas grand-chose et qu'on a perdu en monétisant le CPF. Et que justement, il est peut-être temps, et on le voit en raison des pénuries de recrutement, d'envisager véritablement cet aspect et d'utiliser la formation professionnelle comme un outil en effet, servant à trouver une solution pour rompre avec des situations d'inemploi qui seraient liées aux conditions de travail. Mais il y en a une qui est une de nos revendications aussi. Je vous donne un exemple, mais le plan de développement des compétences à la main actuellement de l'employeur, pourquoi ne pourrait-il pas servir négocier, parce que nous revendiquons que ce dispositif soit pleinement négocié entre les interlocuteurs sociaux au sein de l'entreprise, mais pourquoi pourrait-il pas servir finalement à envisager ces reconversions et à les permettre, mais même au sein de l'entité, pas nécessairement en extérieur, mais parce qu'à un moment donné, il s'agit quand même de d'une responsabilité collective, de la responsabilité de l'entreprise. Le salarié, il ne fait pas le choix d'être cassé, il ne fait pas le choix de ces conditions de travail-là. Et ceux qui ont décidé de faire le choix, et en cela, chez moi, cela résonne, et vous l'avez mentionné,
l'exemple de la restauration et des impacts Covid, il est criant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces salariés ont été licenciés parce que la crise n'a pas permis à ce qu'ils soient maintenus dans les effectifs et qu'ils se sont dirigés vers d'autres emplois et qu'ils ont expérimenté autre chose et qu'ils se sont rendus compte que leurs conditions de travail ailleurs, pour un salaire similaire, pouvaient être finalement plus respectueuses du respect tant vie professionnelle que personnelle, voilà, ça résonne très fort. Un commentaire peut-être, parce que je vous vois écouter avec beaucoup d'attention Karine Gournay. Ben oui, bien sûr. Oui, alors moi déjà pour dire qu'on essaye de prendre les choses de haut, et déjà, bon, je vois la courbe du chômage qui a été présentée tout à l'heure, mais il s'agit du chômage dit de catégorie A, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas du tout. Or, cet indicateur ne suffit pas à décrire dans sa globalité le marché de l'emploi en France, et on sait bien que le nombre de chômeurs catégorie B et C a augmenté, par exemple, qu'il y a un tas de gens qui ne se déclarent plus chômeurs parce qu'à partir d'un certain âge, ils considèrent qu'ils n'ont plus de possibilité de trouver un emploi. Et puis vous avez tout ce qu'on appelle le halo du chômage, ou des gens qui sont employés dans des jobs qui ne permettent pas de construire un projet de vie. Je pense en particulier à tous ces travailleurs des plateformes. Et qu'encore une fois, je crois qu'il faut avoir cette vue globale là, pour dire... Vous soulevez un peu la question de l'employabilité des seniors, en fait. Quand vous dites des gens qui ne s'inscrivent plus ou qui ne peuvent plus s'inscrire, parce qu'ils ont évacué leurs droits, en fait, c'est aussi la question de l'employabilité des seniors dans l'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Et je voudrais prendre un exemple. Par exemple, il y avait un schéma de fonctionnement dans les entreprises il y a quand même quelques dizaines d'années qui consistait à se dire quand on a des travailleurs qui ont été un peu fatigués par leur travail, eh bien, on a un point de chute pour leur faire finir leur carrière sans qu'ils se fatiguent. Et je prends l'exemple des ouvriers qui étaient sur des machines-outils, etc. Eh bien, le magasin, par exemple, des fonctions logistiques leur permettaient, avec tout le niveau de compétences qui allait bien, de finir leur carrière. Mais il y a quelques années, Gérard, il y avait des systèmes d'accompagnement vers une retraite, j'allais dire douce, les systèmes FNE, je crois qu'on appelait, et qui permettaient justement de compenser le manque d'employabilité des seniors en n'imposant pas une rupture brutale financière à ceux qui subissaient le fait d'être virés à 50 ans ou à 55 ans d'entreprise. Oui, mais ça, c'était des dispositifs qui sortaient quand même les gens de l'activité professionnelle, et ça coûtait alors qu'ils aux entreprises, etc. Et moi, je pense qu'il faut quand même privilégier le fait qu'on puisse rester dans l'entreprise. Et si on reprend l'exemple que je citais, eh bien, l'externalisation de la logistique par beaucoup d'entreprises a fait que ces gens-là, ils n'avaient plus de point de chute. Et donc, ils devenaient inaptes au travail dans l'entreprise, et donc dans ce qu'on appelle des gens qui ne pouvaient plus trouver d'emploi après. Brigitte Pisa, pardonnez mon esprit un peu en escalier. Tout à l'heure, vous avez abordé un point que je trouve assez fondamental, c'est l'emploi salarié, c'est bon pour les cotisations sociales. Alors, est-ce qu'on pourrait, de votre point de vue, de là d'où vous nous parlez, c'est-à-dire Agirc-Arrco, faire peut-être un petit point, voir comment, vu de la retraite complémentaire, ça se traduit financièrement. Est-ce que l'Agirc-Arrco est en difficulté? Je sais qu'il y a une trésorerie assez importante à l'Agirc-Arrco, si je me souviens bien. Est-ce que vous êtes en difficulté? Est-ce qu'il faut... Il y a une grande campagne médiatique de l'Agirc-Arrco, où la personne dans le spot dit, elle a du mal à prononcer le mot Agirc-Arrco, et on lui dit, ça existe depuis 75 ans, et ça existera encore 75 ans. On l'espère. Donc tout va bien à l'Agirc-Arrco. D'un point de vue des retraites complémentaires, le fait qu'on ait plus d'emplois salariés, avec un chômage qui baisse, c'est bon pour vos cotisations et vos rentrées financières. Alors c'est bon pour les cotisations, c'est bon pour le régime de retraite complémentaire des salariés du privé qui est un régime en répartition. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'adore votre petit schéma. C'est pas mal, non? Oui, non, mais c'est bien. Mais alors, en fait, je pense qu'il faudrait mettre en dessous, exactement sur le même schéma, les pensions qui ont été versées par l'Agirc-Arrco face à ça. On n'oublie pas que l'année dernière, les pensions de l'Agirc-Arrco n'ont pas baissé. Tout le monde a eu sa retraite. Et en plus, tout le monde a eu ses points retraite, c'est-à-dire tous les salariés qui ont bénéficié des périodes de chômage partiel, les partenaires sociaux ont donné à ces salariés exactement les points qu'ils auraient eus dans le régime Agirc-Arrco s'ils avaient travaillé dans les dernières conditions connues par le régime. Donc globalement, le régime par répartition, certes, a reçu moins de cotisations, mais a eu beaucoup de pertes l'année dernière, en 2020. On était à 5 milliards de pertes, et cette
flambée de l'emploi, je ne sais pas comment le dire autrement, parce que le nombre de créations d'emplois, il est ce qu'il est, m'a fait que cette année, on a augmenté de 10% les cotisations perçues par le régime, mais la masse salariale a dans le même temps augmenté de 10%. Donc la comme les prochaine fois, cotisations. on mettra les pensions versées par la GIRC-ARCO Oui. en complément de cette Non, mais de cette c'est- courbe. Mais elle est juste. Elle est Mais juste. bien sûr qu'elle est Bien. juste. Ah, mais alors, elle est parfaitement juste. D'ailleurs, vous remarquez, ça monte, ça monte. Si on regarde les courbes de l'emploi, boum, en 2020, les entreprises n'ont pas cotisé parce que les personnes étaient en chômage partiel, et tant mieux, parce que ça a quand même permis aux gens de vivre de façon à peu près normale dans ces périodes compliquées. Là, l'emploi repart, les entreprises embauchent, on Alors, je reçoit vais des donner la parole à cotisations. Thibault Langsade sur, on pourrait appeler ça une Langsade, hein, le dividende social, le dividende salarié, alors qui fait beaucoup parler, Le président de la République s'est un peu emparé du thème, hein, dans la loi pouvoir d'achat qui arrive en Conseil des ministres le 6 et qui sera discutée à l'Assemblée nationale à partir de 18. Il a parlé d'intéressement pour les PME de moins de 50 salariés. Alors, ce n'est pas tout à fait votre dispositif dont vous allez nous donner vraiment tout le détail. Et puis, j'ai quelques questions, vous allez voir, un peu aiguës à vous poser. Mais juste une question, Madame Pisa, pardonnez-moi. Vous parlez évidemment de retraite par répartition. Oui. Bien. Est-ce que c'est un gros mot que d'aborder dans ce pays la question de la retraite par capitalisation? Parce que les fonctionnaires, par exemple, bénéficient d'un système qui s'appelle la préfond, qui vous permet de sortir en rente ou en capital, et qui est en fait un vrai complément de retraite par capitalisation. Et si mes études économiques ne me mentent pas, et que ma mémoire est bonne, André Babot, qui était le patron du Crédoc, et Dominique Strauss-Kahn, qui était à l'époque l'un de mes professeurs à Nanterre, avaient écrit un très beau livre qui s'appelait La richesse des Français, dans lequel Dominique Strauss-Kahn, marqueur de gauche, s'il en est, avait abordé cette question de la capitalisation. Est-ce que, alors je peux poser la question à tout le monde, hein, est-ce que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder, ou bien ça peut être aussi une partie de la solution? La solution de quoi? De la solution, si la répartition, on va avoir plus de retraités que d'actifs. Enfin, je veux dire, la courbe, elle est assez nette. Non? J'en sais Il n'y a pas de rien. souci, il n'y a pas... Très bien. J'en Non, sais c'est un rien, point de vue. mais en revanche, ce que je vais vous dire, je ne pense pas du tout que ce soit un gros mot. Après, c'est Enfin, ou un tabou, pardonnez-moi, un tabou. Pourquoi un gros pas mot, c'est pas un gros mot, un tabou. Écoutez, Ok. moi je préférerais que la retraite supplémentaire soit négociée dans les entreprises comme un outil de dialogue social, qu'elle soit proposée par un banquier le samedi matin en sortant du marché. Je ne suis pas sûre qu'on verrait les choses différemment. D'ailleurs, les partenaires sociaux avaient créé une petite structure qui s'appelait EPSANS, qui est en état de mort avancée, et qui était de la retraite supplémentaire par capitalisation gérée par les partenaires sociaux. Vous voyez, on ne s'entend pas toujours quand même, parce que sur ce coup-là... on n'a pas réussi l'histoire. Alors, Thibault Langsade, je me tourne vers vous pour que vous nous parliez de ce dispositif qui a fait beaucoup parler, qui continue de retenir l'attention, mais qui aussi est un sujet qui interpelle notamment en matière de cotisation sociale. Alors, vous allez nous expliquer le dispositif, ce que vous avez proposé. L'idée, si j'ai bien compris, à l'origine, c'est qu'une entreprise qui verserait des dividendes, si tant est qu'une TPE ou une PME en verse d'ailleurs, eh bien elle doit être elle doit pouvoir verser à ses salariés, qui participent à la création de valeurs de richesse, elle doit pouvoir donner de l'intéressement ou de la participation. Et comme on est en plein débat sur le pouvoir d'achat, c'est un sujet dont il nous faut débattre. Le point est simple. La dernière fois qu'on a parlé véritablement de partage de la valeur, ce sont les ordonnances de 1967 voulues par le général de Gaulle. Donc on peut se dire 50 ans après où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on peut revisiter ces dispositifs. Et si on veut parler de l'intéressement, il faut monter sur le Conseil national de la résistance. Et ce sont là véritablement où on a fait des avancées significatives sur le partage de la valeur. On s'inscrit dans un capitalisme réformé avec une exigence assez forte. Votre sondage montrait une volonté très forte d'égalité de parité, notamment sur ces sujets-là. Et on peut le dire aisément que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes de façon mondiale, mais c'est également vrai en France. C'est vrai sur les hauts salaires, c'est vrai sur les taux de rendement demandés par les entreprises, sur les dernières valorisations, et c'est vrai sur beaucoup de sujets. Et donc, aborder le sujet du partage de la valeur, si on veut l'aborder sereinement, est-ce qu'on peut revisiter les dispositifs existants? Donc il y a deux dispositifs, qui est l'intéressement et la participation. Je vais parler du premier dispositif, et on parlera d'un autre dispositif tout à l'heure, qui est la participation. Sur l'intéressement voulu par le général de Gaulle, on est véritablement là, dans un dispositif de codécision entre les partenaires de l'entreprise pour fixer des objectifs qui ne sont pas des objectifs uniquement financiers, qui peuvent être extra-financiers, et à partir de là, mettre une rémunération à la clé.
c'est par accord d'entreprise. Le projet de loi pouvoir d'achat le prévoit de façon unilatérale s'il n'y a pas d'accord pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Et donc, c'est de la capacité du manager de faire vivre cet accord d'intéressement pour mobiliser ses collaborateurs. Et si l'entreprise gagne, c'est la capacité de pouvoir donner aux collaborateurs une rémunération complémentaire. Et aujourd'hui, quand on regarde le montant moyen versé au titre de l'intéressement, c'est à peu près 1 500 euros versés. Et c'est à peu près 20 milliards si on cumule les deux dispositifs. Alors, intéressement, participation, nous, on va voir ce tableau. C'est 2 400 euros en moyenne par an, intéressement et participation. Bon, voilà. Donc oui, alors il faut également y ajouter l'abondement que les entreprises vont mettre au titre, on va dire, de la participation sur le plan d'épargne salariale. C'est-à-dire que quand on verse une partie de son salaire, l'entreprise abonde. Voilà, une partie de l'intéressement ou de la participation, l'entreprise va abonder. Abonde. Et donc aujourd'hui, dans la loi pouvoir d'achat, c'est une simplification de la mise en place de ce dispositif d'intéressement, notamment dans les petites et moyennes entreprises, qui avait déjà été simplifié par l'allègement de la contribution sociale et du forfait social, et qui doit se poursuivre. L'autre point qu'on va retrouver, mais c'est à peu près l'esprit, en tout cas évoqué par le président de la République, qui est la généralisation de la prime PEPA, qui va s'appeler, je ne sais plus comment, enfin en tout cas prime pouvoir d'achat, qui permet notamment dans les petites et moyennes entreprises de pouvoir mettre en place rapidement un dispositif de redistribution. Et dans l'esprit, on va dire, du gouvernement, qui est de dire, dans une situation économique instable, géopolitique, crise énergétique, tension sur le marché de l'emploi, de donner la possibilité d'avoir un instrument de rémunération immédiat pour répondre, si l'entreprise est en capacité financière de pouvoir le faire, on va dire, de redistribution auprès des collaborateurs. Alors pendant que vous parlez, on voyait aussi ce graphique qui est très intéressant, qui montre que l'actionnariat salarié dans les PME bat des records, enfin il est en très forte progression, vous voyez 4% en 2015, 9% en 2021 et les prévisions pour 2025 c'est 12%. Ça veut dire que, là on parle de PME, les salariés des PME deviennent aussi actionnaires de leur entreprise. Donc je ne sais pas s'il y a des dividendes qui sont accolés à ces actions, mais c'est intéressant de voir que les salariés, y compris dans des petites et moyennes entreprises, achètent des actions de leur propre entreprise. Oui, alors, il faut faire attention sur ce sondage parce que derrière tout ça, ce sont soit, pardonnez-moi du discours un peu technique, des actions gratuites, des BSPCE, on intègre la nouvelle économie, des bons de souscription, on intègre la nouvelle économie dont le modèle économique est de dire je commence une entreprise, je n'ai pas la capacité de donner beaucoup de salaire, en revanche, j'intéresse l'ensemble de mes collaborateurs à la valeur créée pour qu'un jour il y ait une liquidité. Parce que le bon de souscription d'action, il est exerçable que si il est exactement. Et donc, l'action grimpe et dépasse la valeur du BSA. Il faut pondérer cela, mais ce qui est très clair, c'est que dans les PME où il y a un sujet de recrutement, de motivation et de fidélisation du collaborateur par rapport à une grande entreprise, parce que quand on parle d'un niveau de rémunération à peu près tout confondu, intéressement, participation à 2400, c'est plutôt les grandes entreprises. Dans les PME, vous n'avez pas ces montants-là. Et quand vous avez une augmentation significative du pouvoir d'achat, mais par conséquent une pression sur les salaires, il va falloir trouver des dispositifs qui permettent de donner un peu de perspective. Et beaucoup de PME sont en train de dire, eh bien, des plans de l'actionnariat salarié au travers de dispositifs type FCPE permettent de répondre à des instruments de fidélisation. Mais Thibault Langsade, dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, tel qu'il est écrit pour l'instant, je rappelle, Conseil des ministres le 6 juillet, discussion à l'Assemblée nationale le 18, ça va concerner des PME de moins de 50 salariés. Bien. Est-ce que parmi tous vos collègues patrons de PME, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vous disent, mais pour les plus fous de marge de leur entreprise, mais mon cher Thibault, je n'ai pas les moyens de verser ça. Et deuxième question, pour les patrons les plus sociaux, est-ce qu'ils vous disent, mais ok, c'est une aide au pouvoir d'achat, mais les cotisations sociales ne sont pas du tout les mêmes que celles qui concerneraient une augmentation du salaire. Ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'on parle de paritarisme. Est-ce qu'on vous dit pas ça, mon cher Thibault, de temps en temps? Mais il y a un sujet qui est souvent évoqué par les partenaires sociaux et notamment par les organisations syndicales, c'est que tout ceci est de l'argent qui est défiscalisé sans cotisation sociale et patronale. Et donc ça ne participe pas à la protection sociale. Mais ce sont des dispositifs qui aujourd'hui permettent de pouvoir améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs. Mais parce qu'on a une pression fiscale qui est très forte. Quand on regarde les autres pays européens, et j'ai souvent été interrogé en disant, mais est-ce qu'il existe les mêmes dispositifs? Mais vous avez une pression fiscale qui n'est pas tout à fait la même dans les autres pays. Donc, que l'on corrige cela, oui, mais attention, quand le gouvernement a mis en place, notamment les intéressements et les attestations,
en 67, il n'y avait pas de forfait social. On est monté jusqu'à des dispositifs qui sont assez contraignants, d'ailleurs sous un gouvernement de droite, où on est monté à 20,5% du forfait social. Ça a tué tous les instruments, on va dire, d'intéressement et de participation. Donc, moi je veux bien qu'on discute d'un juste milieu. On a malheureusement un coût du travail qui est extrêmement élevé, qui rémunère mal compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, mais neutraliser ces dispositifs se rend contre nature. La prime PEPA, elle est défiscalisée, désocialisée. Elle va rentrer en conflit aujourd'hui, demain, si le projet pouvoir d'achat est voté, avec les dispositifs d'intéressement et de participation, notamment dans les grandes entreprises, où vous avez un forfait social à 20%. Donc oui, il y a un sujet là-dessus, mais c'est toute la fiscalité du travail qui est concernée et le financement de la protection sociale qui est associé. Alors, puisque vous avez le créateur, messieurs, mesdames, devant vous, du dividende salarié, Gérard Mardinet, Karen, Brigitte Pisa, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on peut se dire les choses. Moi, je vais commencer en disant que le thème du partage de la valeur créée dans les entreprises, c'est un sujet vraiment fondamental pour mon organisation. Hein. Et donc, mais quand on parle partage de la valeur, il faut aussi voir que c'est partage entre actionnaires, salariés et investissement aussi. Et ça va me donner l'occasion de reboucler sur les retraites par capitalisation, que moi je préfère appeler placement économique parce que c'est plus consensuel, et pour dire, dans les grandes entreprises, parce que les PME sont pour beaucoup d'entre elles dans la chaîne de valeur des grandes entreprises. Hein. Et, ce sont des sous-traitantes. Voilà, et ces grandes entreprises sont souvent internationales, cotées, etc. Et elles ont pour beaucoup une majorité d'actionnaires qui sont des fonds d'investissement, souvent anglo-saxons, dont les clients sont des fonds de pension. Et on fait le rebouclage avec la retraite. Et dont le taux de rentabilité est élevé. Et voilà. Et d'ailleurs, on vous explique que les retraites par capitalisation, quand on fait des comparaisons de PIB entre pays, on dit, oui, le but d'une retraite par capitalisation, c'est de cotiser relativement peu pour, via un rendement élevé des placements, arriver à l'âge de la retraite avec un capital qui permettra de verser une retraite pas supérieure d'ailleurs à celle qui sort de notre système par répartition, si vous voulez. Et donc, ce système-là pénalise finalement l'investissement des entreprises en induisant, compte tenu du pouvoir des actionnaires aujourd'hui dans les grandes entreprises, si vous voulez, en pénalisant l'investissement et l'avenir. Et donc, nous, on promeut un modèle d'entreprise plus responsable et plus durable, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et une gouvernance également refondée, notamment en accordant une place équilibrée aux deux parties constituantes que sont l'entreprise, c'est-à-dire les salariés et les actionnaires. Karine Gournet, vous êtes responsable de la négociation collective. Alors, précisément, sur la question du dividende salarié, je suis désolé, j'y reviens. Comment vous percevez les choses ? Comment vous percevez ces dispositifs d'intéressement, de participation pour les salariés ? Alors, je n'étonnerai personne, et encore moins M. Langsat, parce que j'avais eu l'occasion de lui exposer la position de Force ouvrière sur le sujet. Nous ne sommes pas favorables à ces dispositifs d'épargne salariale. Pourquoi ? Parce que nous avons des craintes, et elles sont de trois ordres. La première, tout bêtement, c'est que nous craignons que ces dispositifs viennent se substituer à de véritables augmentations de salaire. Et pourquoi cette crainte-là ? Parce que lorsqu'on consulte le bilan annuel de la négociation collective, on se rend compte qu'au sein des entreprises et des branches, l'épargne salariale est devenue le premier thème de négociation au mépris des négociations salariales. Donc ça nous pose... Qui se substitue peut-être plus qu'au mépris, qui se substitue à un autre type de négociation sur autre chose. Non ? Enfin, mépris, c'est peut-être un lexique syndical, mais vous dites mépris. Non, c'est même pas un lexique syndical. C'est en défaveur, si vous voulez. En défaveur de la thématique même de la négociation de salaire. Or, pour nous, et c'est la deuxième crainte que nous avons, c'est qu'à notre sens, il y a l'augmentation de salaire qui s'avère pérenne et qui, de cette manière-là, peut véritablement représenter un soutien aux salariés en cette période de baisse significative du pouvoir d'achat. Le coup de pouce au SMIC, c'est aussi une revendication que nous tenons et elle nous semble bien plus importante à l'heure actuelle que de passer par des substitutifs. Oui, mais parce qu'il y a des cotisations qui sont adossées au SMIC. C'est ma troisième crainte. Mais Karine Gournet, pardonnez-moi, mais vous le savez mieux que moi, oui. Et Thibault Langsat pourrait en parler encore mieux que moi, mais
évidemment qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Quand Oui. on a une inflation à 5,8, le Oui. chiffre a été révélé ce Oui. matin, enfin je veux dire, on va terminer à ce rythme-là, 8 ou à 9% d'inflation. Donc évidemment qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Bien Il y a sûr. plein de familles qui n'arrivent plus à terminer les fins de mois dans ce pays. Mais si vous modifiez le SMIC à 1 500 euros, comme certains le promettent, est-ce que vous êtes conscient du fait que ça modifie quasiment l'intégralité de l'échelle des salaires dans l'entreprise? Et que- Évidemment. voilà. Mais est-ce Donc, que- mais alors, et je poursuis juste mon analyse. C'est qu'en réalité, encore une fois, je n'évacue pas la question du pouvoir d'achat, vous l'avez bien compris. J'essaie Bien sûr. de dire que ce n'est pas si simple, parce que vous modifiez l'échelle des salaires dans l'entreprise, et donc vous faites rentrer, parce que l'entreprise, elle va répercuter sur ses coûts de production. Donc en fait, elle va vendre plus cher ses produits. Et donc, elle va alimenter l'inflation. Et les salariés vont demander un surcroît de salaire. Donc, on rentre dans une espèce de spirale inflationniste. Et quand vous êtes dans l'inflation plus une croissance molle, ça s'appelle la stagflation. Vous avez des taux d'intérêt qui montent en ce moment parce qu'il faut combattre l'inflation, mais qui assujettissent la croissance économique à la baisse. Est-ce que mon raisonnement, enfin, je pense que mon raisonnement tient. Est-ce que c'est aussi simple que de dire, je comprends la position de FO, évidemment, mais vous voyez, est-ce que tout ça est bien cohérent? J'entends votre raisonnement, mais je pense qu'on a aussi des experts qui tiennent différents raisonnements, et d'ailleurs des raisonnements qui sont Non, mais je vais vous en donner qui un vont qui est plutôt valable à aussi. l'inverse du vôtre. Non, ils sont complémentaires. C'est qu'il y a aussi des gens qui disent plus de pouvoir d'achat, c'est plus de consommation, Bien sûr. c'est plus de TVA. Voilà. Et comme la consommation des ménages en France, c'est le premier moteur de la croissance, bah, c'est bon pour la croissance. Absolument. Voilà. Vous voyez, Absolument. je suis honnête. Hein. Je suis Absolument. équilibré. Absolument. Et Encore faut-il que les produits manufacturés vendus soient français. Ah bah bien sûr. Ah oui, Mais là, si on parle du déficit commercial, c'est- non, mais c'est là, un on a 100 paramètre. milliards, on a 100 milliards d'euros de déficit commercial. C'est sûr qu'on importe beaucoup. Pardonnez-moi. le problème essentiel, c'est que sur des dispositifs comme ceux-là, ou sur la prime PEPA, d'accord, enfin, on est sur quelque chose d'assez aléatoire. Toutes les entités ne le versent pas. C'est à l'initiative de l'employeur qui décide tant du plafond, Oui, c'est vrai. enfin, tant du montant versé oui, dans oui. la limite d'un certain plafond et à qui il versera cette prime. Donc en plus, on introduit davantage d'inégalités de traitement entre les salariés. Enfin, c'est pas ce que vous avez quand vous augmentez le SMIC, et qu'en effet, ça se répercute sur une grille conventionnelle de salaire qui, objectivement, à l'heure actuelle, on Voilà, aurait bien parfois besoin. aussi avec des PME ou des TPE qui n'ont pas la trésorerie, qui prennent de plein fouet l'augmentation du prix des matières premières et qui sont incapables d'augmenter les SMIC sans continuer à bouger l'intégralité de l'échelle de leur salaire. Enfin, Écoutez, à l'heure actuelle, je vais vous le dire, et c'est dramatique, les revalorisations du SMIC, quand elles nous amènent à rediscuter des grilles conventionnelles de salaire dans le cas des entreprises, nos négociations salariales, la plupart du temps, elles s'en tiennent simplement à prendre en considération la revalorisation du SMIC, et ça ne va pas au-delà. Brigitte Pizza, un mot très rapide sur le dividende social, sur ce que vous en pensez. Et après, je voudrais poser une question à Gérard on parle de participation, mais il y a aussi la participation des salariés aux décisions de l'entreprise. La gouvernance. Un mot RSE. rapide sur le Rapide. dividende. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer le salaire comme un coût. Le salaire, c'est un investissement. Vous savez, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Moi, je fais partie de l'autorité des normes comptables sur le capital social, etc. Le salaire, c'est ce qui rémunère un travail. Quand on parle de dividende social, c'est un partage d'une valeur produite par l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, je suis... Effectivement, en plus, j'ai une carrière qui fait que j'ai travaillé dans des toutes petites entreprises qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Et la World Company, où effectivement, il y avait un accord d'intéressement. Génial. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. Et l'un, à mon avis, on peut faire l'un et l'autre, mais il faut bien regarder ce qu'on rémunère avec ça. Voilà. Et moi, je pense que le salaire reste quand même la rémunération d'un travail. Et même si c'est un coût comptable, hein, dans le compte de résultat, ça n'en est pas moins un capital social pour l'entreprise, parce qu'une entreprise sans salariés, ce n'est pas une entreprise. Alors, il y a la participation financière. On vient d'en parler avec ce très beau concept. On verra s'il fait florès et s'il est appliqué et comment les syndicats s'en emparent. Mais il y a aussi la participation des entreprises, des salariés aux décisions de l'entreprise. Est-ce que pour vous, Monsieur Mardinet, le déficit, peut-être ce qu'on pourrait appeler une codétermination, alors je ne vais pas employer le mot de participation, enfin il y a eu des mots démocratiques, mais est-ce que cette codétermination n'est pas aussi un facteur qui explique le désenchantement au travail de certains salariés ?
Oui, je pense que finalement, il y a une prise de conscience que face aux enjeux sociaux, mais surtout environnementaux, finalement, il y a un besoin de planification, appelée par tout le monde maintenant planification écologique. Et tout le monde en a conscience, alors en particulier les jeunes générations, et il y a vraiment un enjeu majeur à faire que les entreprises soient des acteurs engagés de cette transition, tant pour réussir l'aspect écologique, tout en limitant les inégalités sociales et en les réduisant, mais aussi en donnant du sens au travail des gens qui veulent s'engager dans ces entreprises. Donc il y a un double intérêt à aller dans cette voie d'une entreprise plus responsable, plus durable. Et pour nous, la codétermination, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'association des deux parties constituantes de l'entreprise, que sont les salariés et les actionnaires à hauteur équivalente, devrait être le cas. C'est d'ailleurs le cas dans des pays nordiques et en Allemagne, dans les grandes entreprises. Donc mais il y a des instances dans l'entreprise. On a fusionné le CE et le CHSCT. Il y a des instances où les salariés peuvent et doivent donner leur avis et participer. Ouais, mais ils donnent leur avis et on n'en tient pas compte. Donc l'instance où se prennent les décisions stratégiques de l'entreprise, et j'ai été membre du conseil d'administration de mon entreprise au CAC 40, donc je sais bien de quoi il s'agit, les entreprises se prennent dans les décisions structurantes, se prennent dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance. Bon, mais il y a des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais en situation très minoritaire où leur avis ne pèse pas. Donc il faut équilibrer ça, encore une fois, pour redonner du sens au travail. Donc pour vous, c'est aussi une explication des intérêts, de la désaffection, appelons comme on veut, je pense que oui. Du manque d'engagement de certains salariés. Oui, parce que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, le schéma de gouvernance actuel ne permet pas que les entreprises soient des acteurs engagés de cette transition qui est indispensable. Et je vais prendre un exemple de mesure pratique qui devrait être mise en place. Il se trouve que dans les sociétés cotées, il y a une pratique qui est que les entreprises publie ce qu'on appelle une guidance financière, c'est-à-dire elle publie en gros des perspectives de résultats à 5 ans, je fais simple. Eh bien, il devrait être obligatoire et pas facultatif, parce que la problématique qu'on a, c'est que la RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, oui, elle a ses limites en termes de mesures d'application volontaire. Et je pense qu'il faudrait dire, une entreprise qui publie une guidance financière, elle devrait avoir l'obligation de publier sur le même horizon, 5 ans, une feuille de route quantifiée, sociale et environnementale. Qu'est-ce qu'elle fait en termes environnementaux pour le quantifier? Et ces deux feuilles de route sont reliées finalement par quoi? Par le montant des investissements que vous consacrez à réduire votre scope 1, scope 2 ou scope 3, vu que ça s'appelle comme ça, de votre empreinte environnementale. Juste avant de passer la parole à Emmanuel Rivière, juste un mot de Thibault Langsade, patron de Lumines. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Non, mais moi, il faut que les salariés de Lumines participent plus au management, aux décisions. La première étape, et elle est nécessaire, j'y reviens, c'est un meilleur partage de la valeur. Il ne peut pas y avoir de cogestion si on n'a pas stabilisé et mis d'accord sur le partage de la valeur. Après, il y a d'autres problèmes à régler. Donc le premier étage, moi, c'est ce que j'exprime en tout cas dans le manifeste du dividende salarié, qui est une meilleure redistribution, est un système qui n'est pas un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié, c'est une meilleure redistribution. Mais si nous ne sommes pas d'accord sur les... Ça, c'était un précédent président de la République. Oui, mais si nous ne sommes pas... Non, c'était Sarkozy, soufflé par Serge Dassault, et ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais si nous ne sommes pas d'accord sur les instruments et le socle commun d'intéressement et de participation, c'est assez difficile de se mettre d'accord sur des processus de cogestion. Donc on peut en inventer d'autres. Mais le principe de base dans une famille, si vous voulez bien vous entendre, il y a une question d'équité, d'égalité. C'est le premier point. Et là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Le deuxième point, qui est très inégal, et le problème c'est que les entreprises sont plurielles, il y a des grandes, des petites, des 440, c'est qu'on peut parler de la qualité de l'engagement, de la formation de ces acteurs qui participent à la vie de l'entreprise, où c'est très inégal. On peut parler des effets bénéfiques et des effets non bénéfiques, de la protection de ces salariés qui s'engagent parce qu'on a besoin de les protéger, qui peut avoir des effets retors. Et n'oublions pas tout de même qu'en France, et là je pense que je ne mettrai pas d'accord les personnes autour de la table, c'est que nous avons une culture syndicale qui est une culture contestataire, ce qui n'est absolument pas le cas de nos voisins germaniens, qu'on met en permanence en exergue en disant « regardez, la cogestion, ça fonctionne ». Et donc nous avons encore une maturité, et je vais vous mettre à l'aise, cette méfiance et cette défiance, elle peut venir aussi bien des organismes patronaux, syndicaux, ou plus exactement des patrons qui peuvent avoir encore de la méfiance. Et la défiance a participé à un certain nombre de décisions de gestion. Accordez-moi la réciprocité. Et donc on a un phénomène culturel. Donc moi, ces principes-là sont très intéressants.
il faut y travailler. Premier étage de la fusée, partage de la valeur. Et puis, il y a également ce niveau de méfiance. Mais c'est vrai, mesdames et messieurs les syndicalistes, qu'en Allemagne, il y a une culture de la cogestion, mais quand il y a un accord salarial qui est signé par IG Metall ou par Verdi, bah, tout le monde s'y tient et il ne se passe rien pendant toute la durée de l'accord en question. Pardonnez-moi, Emmanuel. Hein. Enfin, moi, je ne me situe pas du tout comme ici le représentant d'une organisation syndicale qui refuse la concertation et le dialogue. Mais on a des analyses de fond qui entraînent à discuter. On discute du fond, on ne discute pas des points de détail, quoi. Quand on compare l'image des syndicats en Europe, les Eurobaromètres posent ces questions. C'est vrai qu'en Allemagne, l'image est bien meilleure qu'en France, où la moitié des gens disent faire confiance aux syndicats. C'est quasiment les 3/4 en Allemagne. Après, c'est vrai que quand on essaie d'analyser ça, il y a une tendance des Français, y compris les salariés d'ailleurs, à plaquer un peu sur les syndicats une vision assez politique, hein, et les mêmes reproches qu'ils font d'ailleurs aux politiques, d'être parfois trop auto-centrés sur leur propre combat. Mais si on creuse davantage, le sondage que j'évoquais tout à l'heure, où 56% des salariés disent faire confiance aux syndicats, près de 90% disent il faut qu'ils soient partie prenante dans ce contexte à la fois d'incertitude et de profonde conviction que le monde du travail doit se transformer. Il faut qu'ils soient partie prenante de ça. C'est très frappant, c'est-à-dire y compris dans des entretiens qualitatifs où c'est parfois critique sur les syndicats, si on pousse les gens de leur retranchement en disant mais qu'est-ce qu'on fait, on y renonce, on enlève. Ah, mais surtout pas, ils sont indispensables, ils sont essentiels. Et donc, le tout, c'est d'arriver à dépasser cette tension entre une vision du syndicalisme et donc du dialogue social qui est parfois perçu comme extrêmement antagoniste, par rapport à une réalité qui n'est pas du tout... D'abord, ne serait-ce que par le nombre d'accords qui sont signés, il y a bien plus d'accords que de conflits, me semble-t-il, dans les organisations. Et pour finir, il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir, ce que vous évoquiez, M. Madinier, sur la responsabilité sociale des entreprises. Là encore, je trouve que c'est très illustratif, parce qu'il y a dans le bilan du quinquennat précédent, un dispositif, une loi qui est passée, la loi Pacte, dont on pourrait considérer qu'elle est, de ce point de vue-là, importante. C'est-à-dire qu'elle vise cet objectif-là. On peut discuter de savoir si c'est ça qu'il fallait faire ou si c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais moi, ce que je constate quand on interroge les gens sur la loi Pacte, c'est qu'ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose dont on pourrait discuter. Il est là le problème, je crois aussi. C'est qu'il y a quand même énormément de choses qui sont essentielles et qui passent complètement sous le radar. Alors, comment motiver les salariés? On a parlé de la participation, de ce que vous appelez la codétermination. On a abordé un certain nombre de sujets. Il y a une question que je voudrais vous poser aussi, Gérard Madinier, sur ce sujet. Je voudrais qu'on regarde ce tableau. Alors, il date de 2012. Alors, on va dire c'est une enquête un peu ancienne, l'OCDE. Je crois que la prochaine aura lieu en 2023. Elle est prévue. Vous voyez, c'est la France mauvaise élève en matière de compétences de sa main-d'œuvre. Alors, on a abordé un peu le sujet. Vous voyez, on est très, très, très mal classé. Hein. Vous voyez, on est 20e. On est 20e. Est-ce que le prérequis de la montée des compétences des salariés est un sujet déterminant qui peut accroître la motivation des salariés au sein de l'entreprise? Bah oui, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un prérequis, notamment pour que la formation tout au long de la carrière permette d'évoluer à travers l'évolution des métiers. Et pour rebondir là-dessus, moi je voudrais dire, parce que souvent on est confronté à des besoins de formation, voire de reconversion, énormes. Et il y a une pratique aujourd'hui, alors pas dans toutes les entreprises, mais dans beaucoup plutôt les grandes entreprises, de dire la stratégie, c'est d'être un pure player de tel domaine. C'est-à-dire, mon domaine d'activité, c'est celui-là. Et d'ailleurs, ça plaît au marché financier. Je suis dans l'automobile, mais que dans l'automobile. Les moulins à café Peugeot, ça n'existe plus, on est bien d'accord. Ou je suis que dans tel secteur et tel autre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des ruptures qu'il va y avoir dans les années qui viennent, eh bien, la stratégie des entreprises devrait d'abord être guidée par comment je peux valoriser les compétences et l'outil industriel pour ce qui est de l'industrie que j'ai, ou les compétences, les outils métiers que j'ai chez moi. Et ça devrait être d'abord ça, le premier déterminant de la stratégie. Pourquoi ? Parce que alors qu'on va vivre une transition, eh bien, ça permettrait au plus grand nombre de nos concitoyens et qui sont salariés de vivre cette transition sans forcément changer d'entreprise. Plutôt que de dire, ah ben non, moi, mon domaine d'activité va décroître parce que transition écologique oblige, eh bien, on va vous mettre dehors, vous serez licencié, machin, vous serez au chômage ou vous aurez du mal à retrouver un emploi. Et là, il faudra des reconversions énormes. Donc, je pense que ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir, de dire les stratégies d'entreprise
devrait être guidée par la valorisation des compétences et de leurs moyens industriels. Alors cette émission des rencontres de l'hémicycle touche à sa main, mais j'aimerais vous poser une question à tous les quatre avant la conclusion d'Emmanuel Rivière sur la question du pouvoir d'achat. Alors vous répondez de manière synthétique. Toujours. Karen Gournay, Oui. le pouvoir d'achat, ça passe forcément par une augmentation des salaires. Absolument. Du point d'indice, Ça des c'est pensions, fait. Ça c'est fait. des Le point minima d'indice des sociaux. fonctionnaires c'est fait. Oui. Alors, Combien de temps de gel après un gel du Oui. point d'indice, 2017. oui. Oui. Oui, Donc, vous avez des augmentations annuelles moyennes d'1,5, plus une augmentation du point d'indice de 3,5 pour les trois fonctions d'État, hospitalières et beaucoup de salariés du privé. Alors, ils n'ont pas tous été augmentés non plus, aimeraient bénéficier. Alors, vous allez me dire, ça couvre à peine l'inflation. Oui, mais donc du point d'indice, des salaires, et puis, allez-y, je vous ai coupé. Des minima sociaux. Des minima sociaux. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut juste se mettre à l'esprit que les travailleurs de ce pays, ils ne font pas la charité, ils ne font pas la mendicité. Hein. Ils ont juste envie d'être Mais comme rémunérés. ministre des Finances dit que les finances publiques ont atteint une cote d'alerte, Ouais. vous dites que l'État peut continuer à Mais financer. c'est-à-dire que quand on regarde le nombre, enfin quand on regarde la hauteur des dividendes qui ont été versés, on a quoi de s'inquiéter sur le fait quand même, enfin, on a quoi de douter du fait que les employeurs ne peuvent pas augmenter les salaires, oui. J'ai Oui. dit de manière plus synthétique, mais c'est de ma faute. Pouvoir d'achat, augmentation des salaires. Bah oui, il me semble que les entreprises, c'est un peu leur job, un peu de permettre à chacun de continuer à avoir son projet de vie, parce que derrière, ça donne confiance en l'avenir et ça permet d'entretenir aussi notre natalité, etc. Après, pour revenir sur la dette de l'État français, ou plus exactement son déficit, n'ignorons pas quand même, et des exemples récents l'ont montré, McDonald's, General Electric, que la fraude fiscale ou l'évasion fiscale est pour des montants importants, évalués à 80 milliards d'euros par an, et qu'il faudrait vraiment s'y attaquer. Là, on parlerait moins de déficit. Thibault Langsat, pouvoir d'achat, salaire. Non, les entreprises, elles sont plurielles, elles sont grandes, petites, et elles sont embarquées dans des dynamiques économiques qui sont différentes. Et on l'a bien vu pendant la crise Covid. Donc il faut des instruments à la main des chefs d'entreprise, c'est la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, qui, s'ils ont la possibilité de distribuer parce qu'ils veulent recruter, motiver leurs collaborateurs, ils le font. Et puis je regarde et j'observe également que beaucoup de branches professionnelles, en accord avec les organisations patronales, vont provoquer des NAO un peu plus tôt pour voir comment ils peuvent travailler cette matière, mais aussi se prémunir d'un contexte géopolitique extrêmement instable, une coût des matières premières extrêmement forte, et puis une tension sur le marché de l'emploi qui ne permet pas de pouvoir embarquer une masse salariale à long terme, compte tenu de la fragilité du marché. Madame Pisa. Oui, mais pas que. Tout ce qu'on a dit tous ensemble, il y a des choses qui m'ont frappé. 2 secondes, et après j'arrête. Le monde a changé. Comme vous l'avez dit, la vision des syndicats par les Français, c'est pas tout à fait la même. On n'est pas seulement des brûleurs de pneus. Je pense qu'il y a des tas d'endroits où, quand on négocie, l'intérêt d'un salarié, c'est que son entreprise prospère. Donc, il y a des tas de poussées quand même avec la RSE, le reporting sur est-ce que vous avez des salariés dans votre conseil d'administration, etc. Toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, où il existe du dialogue social, on trouve toujours des solutions. Puis on va arrêter aussi de faire toutes les graines de moutarde au Canada, tout le bois machin en Pologne, parce que personne ne l'a vu arriver, cette crise. Et aujourd'hui, on se dit, ah là, les matières premières augmentent. Bah oui, mais bon, si j'avais une forêt à côté de chez moi et que je coupais... Vous voyez, je pense qu'on est arrivé à un moment, et je suis optimiste, je pense qu'on est arrivé à un moment où on va se poser des questions, et les syndicats sont des interlocuteurs qui sont formés, conscients des problèmes et qui sont capables de les traduire aussi en langage entreprise et de les retransmettre après en langage salarié. Et il ne faut pas qu'on rate le coche, quoi. Voilà. Emmanuel Rivière, votre œil d'expert et votre mot de conclusion. En fait, je suis très peu expert de tout ce qui vient d'être dit parce que mon travail m'amène plutôt à interroger des salariés, interroger le grand public. Et quand on les interroge sur ce sujet-là, ils veulent des augmentations de salaire et notamment des augmentations du SMIC. Ils trouvent ça très bien de défiscaliser les heures supplémentaires parce que ça leur paraît une extrêmement bonne idée. Ils ne veulent pas qu'on augmente la durée, qu'on recule l'âge de la retraite. Mais évidemment, ils souhaitent que les pensions soient plus élevées et ils signent des quatre mains sur l'idée qu'il y ait une meilleure distribution entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Et c'est vrai que c'est tentant de dire ils veulent un peu tout et son contraire et ça ne boucle pas. Ça ne boucle pas parce qu'ils veulent aussi qu'on baisse les impôts et qu'on augmente les services publics quand il s'agit de l'hôpital.
Mais en fait, ce qui leur manque, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, je pense que ce qui s'est un peu perdu de vue, c'est le pacte collectif autour duquel on décide qui doit être aidé, qui doit faire un effort, et dans lequel on peut s'inscrire dans la durée. Je ne suis pas complètement confiant, je dois dire, dans l'idée que le fameux Conseil national de la refondation répondent à cela. Mais dans les termes, en fait, c'est effectivement ce dont on a besoin. Dans l'exécution, je ne prendrai aucun engagement. Mais dans les termes, c'est dont on a besoin. C'est-à-dire que je vois bien, moi, quand on interroge les gens, on a perdu le sens de ce que vous faites collectivement, mais y compris parce les clés ne sont pas assez données. C'est peut-être d'ailleurs le très grand mérite de l'hémicycle d'avoir proposé ce débat ce soir pour rentrer dans ces problématiques-là, qui sont au fond des systèmes de valeurs dont il est logique qu'on débatte. Merci beaucoup, Emmanuel Rivière. Alors, le Conseil national de refondation a pourtant un très bel acronyme, CNR, ça vous catalogue l'histoire, ça porte, bon, évidemment, après on verra ce qui va dedans. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir débattu. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hémicycle et à très bientôt. Bonne soirée.